Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout Alors, le monde. donc avec nous ce soir, c'est Laure Bignac, donc spécialiste ou pas alors, ça dépend si tu m'as dit, spécialiste a priori des polymères thermoélectriques. Un bien grand mot et bon, j'espère que normalement on devrait comprendre ce qu'il veut dire après ce soir. Est-ce que tu veux nous dire rapidement ton cursus, ce que tu as fait dans la vie jusque-là? Ouais, bonsoir tout le monde. J'étais pas du tout prédestinée à être chercheuse au CNRS. Les études, c'était pas trop ma tasse de thé au départ. Et ma maman a eu la bonne idée de me pousser à faire au moins un IUT, c'était le deal. Donc j'ai commencé par un bac+2. Et finalement, petit à petit, les études et surtout la vie étudiante, ça m'a plutôt bien plu. Et de fil en aiguille, ben, IUT de chimie, licence de chimie, un master. Et j'ai poursuivi un doctorat. Et après le doctorat, j'avais fait quelques expériences en industrie. Je sentais bien que la compétition, les projets gérés par euh, le management et l'argent ne me convenaient pas trop. Donc j'ai finalement poursuivi dans l'académique encore 2 ans et j'ai tenté les concours CNRS. Ça n'a pas marché du premier coup, là aussi ça a été un petit combat, mais finalement bah voilà, j'y suis arrivée. Donc pas une ligne droite et plutôt par opportunisme, opportunité, curiosité, rencontre. Voilà. D'accord, super. Super, super. Oui, opportunisme, c'est le fait d'avoir des opportunités, plus que... Oui, Oui, pardon. Oui. non, mais c'est juste pour être sûr. Ok, super. Et donc, le goût des études t'est venu un peu au fur et à mesure, quoi. C'est ça, ouais. Mais plutôt le fait d'être dans les laboratoires. J'ai fait énormément de stages. Quasiment tous les ans, j'ai passé 2 à 3 mois de stage dans les labos. Donc devoir manipuler, faire des expériences, c'est vraiment ça La pratique, qui m'a plu plus que la théorie. super. Super, ok. Et du coup, en chimie d'abord, et après, là, c'est un peu entre la physique et la chimie ce que tu fais, quoi. Ouais, mon fil rouge, c'était surtout les matériaux. euh, Faire de nouveaux matériaux pour des applications dans le domaine de l'énergie. J'ai été plus chimiste pendant ma thèse et mes premiers post-doctorats, et maintenant je suis plutôt physico-chimiste, quoi, un peu entre l'interface entre la chimie et la physique. La chimie, c'est vraiment tout ce qui est synthèse, préparation du matériau, et moi je travaille sur la structure des matériaux. Je contrôle sur leur structure et je vais jusqu'à leur propriété, mais je ne suis pas une physicienne pure et dure. Ça roule, ça roule, ça roule. Bon, bah du coup, parfait. Est-ce que tu veux nous dire, du coup, parce que j'ai employé des grands mots pour te présenter, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces grands mots-là? Qu'est-ce que tu fais? C'est que ça veut dire quoi? Un polymère? Bon, ça, je pense que c'est pas le plus dur, mais ça peut être bien de le dire. Et thermoélectrique, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Ouais, alors polymère, si j'arrive à partager mes slides. Polymère, en fait, on est entouré de polymères dans notre vie quotidienne. Il y a des polymères synthétiques et des polymères naturels. Nous, on les connaît principalement sur leur terme générique plutôt plastique. Euh, donc, c'est des grandes molécules. Et je vais juste partager les slides parce que si je parle de molécules, euh, est-ce que tu Ouais, les je vois? vois, ouais. Il faut que je mette en plein écran peut-être. Ouais, peut-être parce que du coup, ça faisait vraiment très étalé. En fait, on peut considérer un polymère comme un collier de perles. Et chaque perle rouge est une unité monomère. Et l'idée, c'est que cette molécule va être composée dans un grand nombre de perles, soit de la même composition, ça peut être des perles toutes rouges ou des perles bleues, ou on peut faire des copolymères en alternant des unités, soit rouges, soit bleues. Donc ça va dépendre de leur structure chimique. Et vous avez en dessous certains polymères que vous connaissez peut-être, comme le caoutchouc, le téflon qu'il y a
revêtement sur les poils, le PVC, polymère naturel, plutôt tout ce qui est cellulose et polysaccharides, le polystyrène, en polymère synthétique. Voilà. Donc ça, c'est pour les polymères, sachant que le plastique, tel qu'on le connaît, par exemple, ce que j'ai sous la main, ouais, c'est coloré. Ouais. C'est un mélange. Souvent, c'est pas du polymère pur. Il y a des additifs, il y a des colorants. Donc, le plastique, c'est du polymère plus des additifs. Ok. Voilà. Et nous, on les connaît plutôt sous cette forme-là. Ça peut aller bien aussi bien des films minces que des mousses, que des matériaux plutôt compacts. Et moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est les polymères qui vont conduire l'électricité. Et notamment dans diverses applications. Donc là, vous avez à l'écran trois applications différentes. Euh, Vous avez des cellules solaires en bas à gauche ou à droite, je ne sais Ouais, pas dans quel ici, côté de là, l'écran. je les montre. Voilà, ici. Ouais. La plus grosse image, ça c'est tout ce qui est écran, et celle du dessus, c'est plutôt transistor et capteur. Donc là, c'est un Euh, mini-écran flexible. ouais, c'est-à-dire que c'est l'écran qui est à la fois, enfin c'est le polymère vient à la fois apporter de la flexibilité et de la légèreté, mais il fait la fonctionnalité aussi. Et la lumière, les couleurs vont être obtenues grâce au polymère conducteur qu'on va utiliser sous forme de pixels pour avoir les différentes couleurs. Euh, donc moi, je m'intéresse à ce type de polymères-là. C'est des polymères qui sont complètement synthétiques et qui sont composés principalement... euh, alors, bien évidemment, j'ai pas les slides dans le bon sens. C'est normal. Euh, j'ai pas la structure chimique, qui sont composés principalement de carbone, d'hydrogène, de soufre, d'azote, un petit peu d'oxygène. Et leur spécificité, c'est qu'on va avoir une alternance de simples et doubles liaisons dans la chaîne. Je vais peut-être juste pouvoir vous montrer euh, ici. Donc là, on retrouve la formule d'un polymère. On va mettre entre parenthèses l'unité monomère qui va être répétée un certain nombre de fois le long de cette chaîne. Ouais, donc ça, c'est les perles. Et tous ces petits traits-là, c'est des liaisons carbone-carbone. Et on voit que de temps en temps, on a un double trait. Et on a une alternance entre double trait, simple trait, double trait, etc. Comme dans le cas du polyacétylène, des polythiophènes. Ici, on a un cycle aromatique. Et cette alternance de simple et double liaison entre les atomes de carbone va permettre une délocalisation des électrons et rendre les polymères conducteurs électriquement. Voilà. Ah, il y a Marmotte du Morvan qui demande est-ce qu'il existe des polymères naturels. Alors, t'en as déjà un peu parlé. Des polymères naturels conducteurs Je pense pas ou... conducteur, par contre. Non. Enfin, ah, Oui, dis-nous, dis-nous. non. Pas Je sais pas. conducteur. Quoique la molécule, donc c'est pas un polymère et c'est pas conducteur, mais la petite molécule là avec le cycle A5 s'appelle un thiophène et on va le retrouver dans la nature. Ça va apporter des couleurs comme la couleur du bouton d'or. Le bouton d'or, il est jaune et il contient cette molécule de thiophène. Donc ça, c'est une molécule qui existe à l'état naturel. Mais les polymères naturels, bah, il y a la cellulose, le coton. Euh, L'ADN, on peut considérer que c'est plus ou moins un polymère. Le caoutchouc, ça c'est aussi un polymère naturel. Ok. Voilà. Donc moi je viens vous parler, donc ces polymères, ils conduisent l'électricité, ils peuvent absorber la lumière, c'est pour ça qu'ils sont intéressants pour les panneaux solaires, mais aujourd'hui moi je vais vous parler de thermoélectricité et je vais vous proposer de faire une petite expérience euh, ensemble. En Alors, direct. en direct. Aïe, 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 Et le suspense, ça, parce que les expériences en direct, il y a euh, toujours un risque. alors, ce que vous voyez à Ouais, l'écran on voit ici, bien là.
on voit bien. Ouais. J'ai tout simplement une hélice ici, montée sur un petit moteur rotatif avec un aimant à l'arrière. C'était juste pour maintenir mon hélice. Et elle est connectée par deux dominos, une plaque blanche que vous voyez au milieu ici. J'ai deux éléments en aluminium de part et d'autre. Et ça, je vais les positionner dans deux bacs. Hop, on est pas mal. D'un côté, je vais mettre des glaçons. Enfin, je vais essayer de les mettre dans le bac, ça sera. Et de l'autre, de l'eau chaude. Et là, Je vais juste rajouter un peu d'eau froide, d'eau. ouais, pour que ça refroidisse mieux. Ouais. Et là, suspense. Et là, suspense. Euh, donc ça prend quelques secondes parce que, Il faut établir les gradients de température. ouais, et voilà, Et c'est ça y parti. est. Et ça tourne. Et ça tourne, tout simplement. Voilà. Alors ça, mesdames et messieurs, ça marche pour de vrai, hein. Contrairement aux vidéos TikTok des gens qui sont là, ah, les moteurs énergie infinie et tout ça, c'est une vraie expérience, hein. Mais c'est C'est pas un vrai. moteur énergie infinie, hein. Ça va s'arrêter. Alors explique-nous du coup, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai le froid qui va se propager le long de cette plaque en aluminium ici, le chaud qui va se propager sur cette plaque-là. Au milieu, là, en blanc, j'ai ce qu'on appelle une platine Peltier ou un élément thermoélectrique. J'en ai une autre ici. Vous voyez absolument pas ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'il Mhm. y a de la colle. Vous voyez principalement deux céramiques en blanc, de part et d'autre. Et je vais vous montrer des petits schémas pour expliquer ce qu'il y a à l'intérieur. Ok. Elle est composée de, alors, je ne sais pas combien de pattes de thermoéléments euh, qui sont connectés électriquement en série et thermiquement en parallèle. Et en fait, à l'intérieur, on a des matériaux semi-conducteurs. Et les matériaux semi-conducteurs, si on les soumet à un gradient de température, les charges électriques vont se déplacer du chaud vers le froid et ça va créer une différence de potentiel. Et je vais juste repasser avec ma caméra. Donc là, il y a Philippe Kuhn qui dit c'est une pile, du coup. Euh, c'est pas tout à fait une Est-ce que pile, c'est une non. pile? Euh, c'est pas tout à fait une pile, c'est vraiment parce que là j'ai pas du tout de batterie. euh, Bah, t'as de l'énergie emmagasinée sous forme thermique un peu en fait, en différence de phase et du coup de. euh, C'est pas une pile chimique. c'est pas une pile chimique et je n'emmagasine pas vraiment l'énergie. L'énergie, elle est relâchée directement. En fait, c'est un circuit fermé. Et Philippe Kuhn, je le connais, ça va mal se passer Ah d'ailleurs. d'accord. Et il demandait s'il y avait une pile planquée quelque part. Non, il n'y a pas d'arnaque sur ce stream, hein, c'est des vrais Il n'y a trucs, hein. aucune arnaque. Je vous démontrerai le setup après. Par contre, t'as la marmotte du Morvan qui dit, qui voit tout de suite une application, c'est l'été, un bol de glaçons pour l'apéro et un petit ventilo pour se rafraîchir, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Euh, alors, je vais vous remontrer le schéma. Et donc là, à l'intérieur, c'est des polymères, parce que moi, je connaissais ça avec l'effet avec enfin, des alliages, quoi, des semi-conducteurs. Alors, celui que je vous présente en l'occurrence, c'est pas du tout des polymères. Ah, d'accord. Euh, Là, donc c'est le petit schéma à droite. Donc Donc ça les deux triche un peu quand même, alors. c'est les deux céramiques. Ouais, là, ça triche un peu. Ça triche un peu. Deux céramiques et de part et d'autre, c'est des semi-conducteurs inorganiques à base de bismuth et tellurium principalement, ou d'étain.
Donc, vous pouvez imaginer que c'est pas non plus les métaux les moins coûteux, Les les plus plus faciles à écologiques. produire sur Terre. Euh, mais on utilise aussi tout un tas d'autres matériaux, d'autres métaux, notamment euh, ici. Donc il y a des noms un peu compliqués ici, mais on va utiliser aussi bien du silicium, du gallium, de l'or, de l'étain, du plomb. Et dépendamment des alliages, en fait, on va pouvoir travailler à des gammes de températures différentes. Hmm. Avec des métaux, on va plutôt pouvoir récolter cette différence de température très élevée, au-dessus des 400-800 Kelvin. Et l'intérêt des polymères, c'est de venir travailler à des températures beaucoup plus proches de l'ambiance. Le phénomène Ok. thermoélectrique va pouvoir être obtenu à plus faible température. Alors, 400 Kelvin, ça parle peut-être pas à tout le monde le Kelvin. Ça fait Euh, combien? Les maths en direct. 300 Kelvin, c'est à peu près l'ambiance. 400, 800 Kelvin, là on est 800 Kelvin, on est autour de 1000 degrés, quoi, à peu près. De Plus que 1000 ça. degrés? Non, de 500 Pardon. degrés. 500 degrés, 800 Kelvin. Oui, c'est ça. 500 degrés, 800 Kelvin. Ok. Euh, voilà. Et ce qui existe donc actuellement, c'est principalement les petites platines Peltier, mais ça existe aussi. En fait, le phénomène thermoélectrique est extrêmement utilisé dans l'aérospatial. Hmm. Toutes nos sondes, robots qui sont trop loin du Soleil pour pouvoir être alimentés par des panneaux solaires grâce à en fait, la conversion de la lumière en électricité, ils possèdent des petits thermoéléments. Je ne sais pas si tu vois ma flèche à l'écran Ouais, ou ouais, pas. je vois ce que tu montres. Ok. Ce petit élément blanc, ici c'est le robot Curiosité, c'est ici, et là sur la sonde Pionnier, c'est là. Donc ça, ce sont des thermoéléments. Et donc on va utiliser une différence de température entre le cœur du thermoélément, on fait une réaction nucléaire au plutonium, Ah oui. et le froid de l'espace. Et c'est comme ça que toutes les sondes dans l'espace sont alimentées, en fait. D'accord, il y a des piles nucléaires. En fait, il y a même ouais, il y a même une réaction nucléaire sur nos. Ok, ok. Et c'est Oui, ça qui fait la différence entre de chaleur. Enfin, comment on produit de la chaleur dans l'espace, c'est de c'est cette avec façon. nucléaire. Ouais. Et ensuite, le thermoélément va permettre de produire de l'électricité pour alimenter toutes les sondes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir travailler plus proche de l'ambiance. Imaginer des matériaux plutôt flexibles. Donc là, c'est euh, c'est pas souple Oui. du tout, c'est assez lourd. Et l'idée, c'est de pouvoir éventuellement récupérer la chaleur du corps humain ou travailler, récupérer la chaleur au dos des téléphones, des batteries, des ordinateurs pour la réinjecter dans le système. Ok. Je ne sais pas si tu as une idée de combien de chaleur est perdue enfin, sur toute l'énergie qu'on utilise, combien de chaleur est perdue. euh, La quasi-totalité, non? À la euh, fin, in fine. Ça, à la in fin, fine. tout devient de la chaleur, non? Non, pas tout à fait, mais on dit que c'est environ 60% de notre énergie qui est perdue en Ah, tu veux dire chaleur. de mouvement du corps humain? Alors, non, Ou des quand je dis ça, machines? c'est vraiment l'énergie qu'on utilise dans notre quotidien Ok, pour faire fonctionner tous enfin, nos appareils, nos industries, etc. 60% de cette énergie est, est perdue en chaleur. ok. Donc l'idée, c'est si on était capable, et on est d'une certaine façon, parce qu'on fait beaucoup de récupération de chaleur au niveau industriel, mais ce qui manque, c'est cette récupération de chaleur dans le quotidien, en fait. Ouais. Par exemple, sur mon ordinateur, là, qui est en train de refroidir, Par exemple. qui chauffe, il y a Germain qui dit hashtag rendement. Alors ça, c'est une question que j'allais te poser à un moment aussi. Tu y répondras plus tard, je sais pas, mais est-ce que c'est mieux du coup le polymère en rendement ou pas? Mhm. Que... Euh, je vais dire qu'on garde ça pour la fin. Ouais, on garde ça pour la fin, c'est parfait.
Ouais, je reviendrai là-dessus. Je vais juste. Alors, c'est dommage, vous n'avez pas vu à l'écran en même temps, parce que j'étais euh, sur mes slides. En fait, Ça s'est l'hélice, arrêté. elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée là, devant moi. Et en fait, tout simplement parce que bon, mes glaçons ont fondu, mon eau chaude a refroidi. Et donc là, je suis à une température d'environ, une différence de température peut-être de plus que 30 degrés de part et d'autre. Et donc du coup, j'ai plus suffisamment de différence de température et de différence de potentiel pour alimenter mon hélice. Et s'il Ça y a roule. des gens qui pensent que je triche, je peux la refaire en direct pour montrer qu'elle s'est vraiment arrêtée. Non, par contre, il y en a qui se disent, elle peut pas répondre tout de suite, ça sent l'embrouille. Non, je veux bien spoiler tout de Ah suite non, parce que... non, bah non, il y en a d'autres qui disent, ah, c'est pour le watch time, on veut vous garder jusqu'à la fin, c'est ça, c'est le suspense. Oui, Vous le saurez au prochain, non, pas au prochain épisode, à la fin de l'épisode. voilà. Donc on y va sur les polymères thermoélectriques, comment Allez, ça c'est fonctionne parti. et qu'est-ce que moi j'essaye de faire. Euh, alors, je vais juste repartir. Je vais montrer deux formules et promis, j'essaierai de pas trop en montrer d'autres. Euh, avec le partage d'écran, c'est un peu mieux. On a fait un stream sur la mécanique quantique, hein, on est chaud Ah bouillant. oui, vous êtes chaud. Ok. Chaud, chaud, chaud. Euh, du coup, Ah oui, quand je t'ai dit, tu mets trois trucs sur des slides, t'as préparé, non, bah, j'ai réutilisé les slides. d'accord, ça va. Parce que moi, je vois un fichier Twitch 2024, je me dis, oh là là, elle a préparé plein de trucs. Je leur dis, ne préparez pas grand-chose, venez comme vous êtes. Voilà. Cette formule-là, elle est importante. Ok. C'est l'efficacité thermoélectrique des matériaux. Alors, il y Donc, a ça quoi s'appelle dedans? ZT, c'est sans unité, mais elle relie quatre paramètres assez importants. Donc, c'est calculé à une température donnée, le T. Sigma, c'est pour la conductivité électrique. C'est comment les charges électriques vont se déplacer dans le matériau. Alpha, c'est le coefficient Seebeck, c'est comment on va créer une différence de potentiel dans un gradient de température. Et kappa, c'est la conductivité thermique. Et ce qui est assez rigolo et très embêtant, c'est que on sait comment augmenter la conductivité électrique des matériaux. On va jouer sur la densité des porteurs de charge, entre autres. Donc, ça, c'est la courbe violette. On est capable de l'augmenter plutôt bien. Super. Sauf que le coefficient Seebeck, il est inversement proportionnel à la conductivité électrique. Alors qu'il est au numérateur, donc lui, on le veut le plus élevé possible. Mhm. Et de la même manière, la conductivité thermique, elle a tendance à augmenter avec la densité de porteur de charge, donc suivant la conductivité électrique, alors que elle, on la veut la plus faible possible. Donc, les scientifiques qui travaillent dans ce domaine de la thermoélectricité s'arrachent les cheveux pour trouver le bon compromis entre ces trois paramètres. Et c'est pas forcément évident de comprendre enfin, comment trouver ce maximum ici avec ces trois paramètres. Et ça, c'est aussi bien pour les matériaux inorganiques que les matériaux organiques. Le gros point faible des matériaux inorganiques, c'est qu'ils conduisent beaucoup la chaleur. Les métaux, en fait, on connaît quasiment pas de métaux qui ne conduisent pas la chaleur. Oui. Donc finalement, ils sont relativement limités aussi au niveau efficacité par leur conductivité thermique élevée. Dans les polymères conducteurs, donc les polymères, par définition, c'est plutôt des mauvais conducteurs thermiques. Donc ça va plutôt dans le bon sens, mais c'est plutôt aussi des mauvais conducteurs électriques. Oui. Voilà, on en est là aujourd'hui. Et moi, ce que j'essaye de faire, du coup, c'est de trouver un compromis et trouver, en fait, des matériaux qui soient plutôt isolants thermiques. Donc, vous les connaissez peut-être sous ces formes-là. Et pour faire un bon isolant thermique, on va induire de la porosité dans les matériaux. S'ils sont pleins d'air, ben, l'air conduit pas très bien la chaleur.
Donc c'est plutôt une bonne idée pour diminuer la conductivité thermique et pour utiliser les polymères conducteurs. Donc finalement, des polymères conducteurs, là on a le polyacétylène, polythiophène, polypyrrole. Les métaux qui sont classés ici, donc ça c'est la conductivité électrique, ça se mesure en siemens par centimètre. Les métaux montent jusqu'à 10 puissance 5 siemens par centimètre, le meilleur étant le cuivre. Et certains des polymères, dont le polyacétylène, dans certaines conditions, peut démontrer des conductivités électriques aussi élevées. Donc ça, c'est plutôt bien parti. Et l'idée, c'est de pouvoir combiner aussi bien ces conducteurs électriques polymères et essayer maintenant de diminuer encore la conductivité thermique en amenant de la porosité. Et ça, Hmm. c'est vraiment ce que j'essaye de faire là depuis 3-4 ans. Donc il y a plein de façons d'amener de la porosité. Et quand on parle de porosité, on parle de taille de pore qui vont plutôt inférieurs à 2 nanomètres. Donc nanomètres, c'est 10-9 mètres. Oui, c'est très très À petit. très très petits, des macropores qui sont au-dessus de 50 nanomètres. Moi, je travaille plutôt de l'ordre du micromètre. Ok. Donc, on peut y arriver aussi bien par la synthèse chimique, c'est-à-dire qu'on va synthétiser des molécules qui sont intrinsèquement poreuses par leur liaison covalente. Donc là, c'est environ quelques nanomètres. Ou alors, on va travailler plutôt avec des réseaux 3D de polymères qui se tiennent bien et entre les fibres de polymère, on va avoir des trous et donc de la porosité. Ok. Et c'est ce que j'essaye de faire. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Non, il y en a qui commentent que tu avais moins préparé ta thèse que cette interview. Je me sens mal maintenant. Euh, je sens qu'il va y avoir des comptes qui vont se régler après. Ah, c'est la beauté d'Internet, c'est anonyme, hein. Bon, à part Philippe Kuhn qui a décidé de mettre son propre nom. Sauf si c'est pas lui et que c'est quelqu'un qui se fait passer pour lui. Bon, ça c'est encore autre chose. Ah. Euh, ok, et donc je travaille principalement avec cette bête-là, le Ok, PDPSS. Ici, ce polymère-là, c'est mon polymère conducteur. Et il est mélangé à un autre polymère qui le rend plus ou moins soluble dans l'eau. Donc ça vient sous forme de... Ça, c'est commercial. Ça s'achète au litre. Et bon, vous ne le trouvez pas dans le supermarché du oui, coin, hein, mais beaucoup de chercheurs dans le domaine de l'électronique plastique travaillent avec ce composé. Et l'idée, c'est d'arriver à en faire un réseau 3D euh, à partir d'une dispersion de petites fibres. Et ça, c'est possible. Euh, alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment je fais ça, mais en tout cas, euh, on arrive, on arrive à faire ce type de gel là. ok. Dans l'eau. Donc, il faut imaginer que c'est comme une texture un peu d'un flan, mais qui se tient plutôt bien. Et à l'intérieur, c'est plein d'eau. Ok. Le polymère, lui, donc là, il est plutôt d'une couleur bleu foncé. Euh, et le réseau 3D, à l'intérieur, il ressemble à ça. Et donc Euh, là-dedans, il y a des molécules d'eau quand même. ouais. Donc là-dedans, il faut imaginer, donc on les voit pas parce qu'elles ont été évaporées, mais dans chacun de ces trous, j'ai de l'eau. Et ces fibres-là, c'est mon polymère conducteur. Ok, après tu évapores, du coup, il y a plus l'eau. Voilà, exactement. Ok. Donc là, c'est Parce que j'allais dire, une... bon, s'il y a de l'eau, tu vas conduire la chaleur quand même, quoi. En fait, il faut enlever l'eau. Ok. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, dans cette manip-là, en fait, l'eau, pour voir la structure du gel, enfin, de l'hydrogel, on a travaillé avec des techniques un peu spécifiques de microscopie électronique, mais l'eau était encore à l'intérieur. Euh, Mon but du jeu, à moi, c'est d'enlever l'eau. Et pour faire ça, il y a plusieurs méthodes de séchage. Soit je passe par la phase tout simplement liquide-gaz, donc je vais laisser sécher mon matériau à l'air.
Soit je passe par l'état solide, donc je vais congeler l'eau et Ok. l'évaporiser un peu. Soit je Tu passe congèles et par... tu sublimes, c'est ça après? Ouais, je vais Ok. congeler et sublimer. Et ça, je vais vous en parler après. Ah bah ça c'est cool ça. Soit je passe par l'état supercritique. Euh, donc c'est la dernière phase ici. C'est des conditions de pression et température bien particulières euh, pour passer de la phase liquide à gaz. Et voici mes gels à l'état sec. Donc le rouge, c'est celui que j'ai séché à l'air. Et ben, c'est pas une trop bonne idée. Ouais, c'est Toute devenu la structure, une chips. voilà, une belle chips de polymère. C'est pas du tout ce qu'on veut, c'est pas du tout reproductible, on contrôle pas et surtout on perd la porosité. En fait, toute la Ouais, structure ça supérieure, collapse en fait. c'est ça, collapse. Et puis après, mes deux autres structures, donc ce que j'appelle le cryogel, là, quand je vais congeler l'eau et sublimer l'eau, et l'aérogel, c'est quand je passe par l'état supercritique. C'est des matériaux qui sont très 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 légers, euh, assez flexibles. Euh, je sais Ah pas si yes. vous voulez voir comme ça. Ça c'est le cryo du coup? Ouais, ça c'est le cryo. Il faudrait que j'enlève le blur. Trop de technique tue la technique, hein. Ouais, c'est compliqué. Bon, euh, ouais. Ça c'est le cryogel. Il faut Ok. imaginer que ce petit truc-là, ça fait environ 10 milligrammes. Ok. Donc c'est vraiment 10 hyper milligrammes. léger. 10 J'ai milligrammes. quatre- Ah oui, 10 c'est vraiment très milligrammes. léger. J'ai 98% de porosité à l'intérieur. D'air quoi. Ouais, Ok. 98% d'air à l'intérieur. Euh, Et quand tu fais ça, cryogel par exemple, tu perds pas de conductivité, ça casse pas des trucs. je sens que tu vas me spoiler là. Je pose des questions trop denses. Ah, mais tu peux dire plus tard, plus tard. On garde le suspense. Restez bien jusqu'à la fin, tout le monde, hein. Il y aura pas de séance de pub, hein. Il n'y a pas de pub sur la chaîne, il n'y a pas de problème. Non, bah oui, effectivement, c'est le problème. T'as raison. C'est que si c'est plein d'air, ben, ça va bien moins conduire l'électricité. Donc, je vais gagner en conductivité thermique, mais je vais perdre en conductivité électrique. Ah, tu vas perdre en conductivité thermique, Mm, mais ouais, tu vas aussi perdre en conductivité électrique. oui, puisque j'ai moins de matériaux conducteurs à l'intérieur, en fait. Ouais, ouais. Euh, on peut peut-être aller voir à quoi ça ressemble. Alors, À l'intérieur. à l'intérieur, je vais passer direct à ce slide-là. Donc, je le plonge pour le congeler. Nous, on travaille beaucoup avec de l'azote liquide. L'azote liquide, c'est moins 196 degrés. Donc, on va congeler vraiment très, très, très vite en eau. L'eau va devenir de la glace. Et la glace, on va la sublimer sous vide à moins 15 degrés. Et ce que j'obtiens, c'est ce type de structure ici. Et je vais zoomer dessus euh, là. En même temps, j'ai une petite question, là, c'est Marmotte du Morvan qui demande ça coûte combien? Ça coûte combien de Les faire 10 tout ça? milligrammes 10 milligrammes. Alors, environ, hein. environ 1 euro, 10 euros, 1000 euros, une vingtaine d'euros. une vingtaine d'euros. Ouais, Bon, oui. après, j'imagine que si ça devait être industrialisé, les coûts chuteraient drastiquement, j'imagine. Ouais, alors sachant que comme c'est déjà une dispersion commerciale, les coûts sont déjà pas mal Ouais. diminués. Et après, c'est toute cette technique de congélation à grande échelle, je sais pas C'est un trop autre bien. problème. C'est un autre Un problème. autre Dans l'azote spoil. liquide, ouais, ça reste un autre problème. En tout cas, la structure à l'intérieur, c'est ça. C'est ce qu'on appelle une structure un peu en nid d'abeille. Donc, j'ai mon polymère qui est constitué là dans les parois. Si on zoome sur les parois, en fait, mes fibres sont à ce niveau-là. Et entre, c'est noir, mais c'est parce que j'ai du vide, tout simplement. Hmm. Et juste pour euh, vous comparer le vrai nid d'abeille avec ma structure à moi, attention aux échelles, hein. Là, c'est un nid d'abeille. Les alvéoles font environ 5 millimètres.
Et là, mon cryogel, j'ai des tailles de pores d'environ une vingtaine de micromètres. Mais la structure est beaucoup moins bien organisée que ce que Ouais. la nature peut faire, hein. Euh, mais c'est l'idée. Euh, c'est l'idée. Voilà. Et du coup, les charges Mais par électriques, contre, là, les abeilles, elles, c'est que sur un plan. Toi, t'as des alvéoles en 3D. ouais, Ou elles sont en continu parce que quand l'eau s'échappe, ça fait des trous, oui, t'as des tuyaux vraiment qui traversent. Euh, peut-être que là, en fait, il faut imaginer que j'ai découpé mon échantillon. Ouais, Ça, c'est la vue quand je le découpe de cette façon-là, ouais, la coupe horizontale, ouais, la coupe horizontale. sur ce que tu montres. Et la coupe verticale, on voit que j'ai bien mes canaux tout du long. Ouais, donc en fait, c'est à chaque fois, c'est des alvéoles qui font toute la longueur de ton échantillon, quoi. C'est des canaux, effectivement. Euh, et hum, je voudrais juste vous montrer ça, si ça marche. Ouais. Et ça, c'est une super manip qu'on a fait au microscope électronique qui montre, parce que je sais pas si tu te rappelles, au départ, on a une structure de fibres. C'est l'image numéro un. Et au final, j'obtiens des canaux. Mhm. Et pour expliquer en fait que c'est vraiment l'eau et la cristallisation de l'eau que j'avais à l'intérieur de mes pores qui a déformé, qui a poussé les fibres sur les côtés. D'accord, c'est l'eau qui a fait les alvéoles. Et c'est l'eau qui a fait les alvéoles. Ouais. Yes. Et ces alvéoles, à la fin, elles sont pleines de mon polymère. Et ici, c'est du vide parce que j'ai sublimé l'eau. Oui, donc du coup, tout ça, il reste. Mais du coup, tu peux contrôler un peu, j'imagine, le. Tu dois pouvoir contrôler un petit peu la taille de tes alvéoles, peut-être, suivant comment tu cristallises ou quoi. Exact. Ouais. C'est exactement ce qu'on fait. Dépendamment de la vitesse de croissance des cristaux d'eau, la cristallisation, euh, la vitesse de refroidissement, on peut jouer avec des agents de nucléation ou de empêcher l'eau de cristalliser. Et comme ça, on va jouer sur la structure et la taille des pores. Ouais, c'est typiquement ce qu'on fait. Ok. Et alors, c'est mieux d'avoir des tout petites alvéoles ou des alvéoles un peu plus grosses? Des alvéoles plus grosses, le plus gros qu'on a réussi à faire, c'est de l'ordre de 300-400 microns. Ok. Mais Là, vous commencez à bien aller voir à l'œil nu, là, du coup. 300-400 micros, non? Enfin, c'est ouais, petit, hein, mais. en fait, bon, ce qui est compliqué, c'est que le matériau, il est bleu foncé. Ah oui, donc c'est noir sur noir un peu, quoi. Ouais, c'est noir sur noir, mais avec une bino. À l'œil, moi, maintenant, je sais repérer. Je sais où sont les ports, de quel côté sont les ports et comment ils sont orientés, mais on ne voit pas vraiment les trous. On Hmm. voit qu'il y a une structure. Ouais. Donc, c'est exactement avec quoi je m'amuse de jouer en fait sur la taille de ces ports, l'orientation de ces ports et essayer de comprendre quel est l'impact sur les propriétés thermoélectriques. Voilà. Ok. C'est trop marrant, ça. Euh, C'est l'eau qui forme les. C'est assez bluffant. Et du coup, est-ce que vous avez essayé aussi de faire avec autre chose que de l'eau? j'ai déjà fait avec d'autres solvants. Euh, le problème, c'est que l'eau, c'est quand même la plus facile à sublimer dans des conditions de température et de pression pas trop difficiles. Hmm. Euh, mais oui, ce qui est sympa, c'est que les autres solvants vont avoir d'autres façons de cristalliser. Là, en fait, les cristaux d'eau, ils peuvent cristalliser sur des milliers de façons différentes. Tu vois, si on regarde des cristaux de neige, il y a plein de façons, enfin, il y a des facettes incroyables sur les cristaux de neige. Ici, par cette technique, on obtient de façon assez systématique des canaux. On a cette eau qui va croître préférentiellement dans une des directions. Sur d'autres solvants, on va avoir d'autres formes de cristaux, des cristaux plus allongés. Donc, on va plutôt avoir des feuillets au lieu de canaux. Ok, Ouais. ok. Mais du coup, les feuillets, ils sont quand même
relativement connecté parce que si tu là, tes canaux, là, c'est bien parce que du coup, tu sais que tu es connecté tout le long de ton canal, mais si tu as des feuillets, j'imagine que au moment où tu fais sublimer, ça doit peut-être s'écraser ou je sais pas. Ouais, c'est exactement les problèmes que je rencontre. Si tu veux, je t'embauche demain au labo, j'ai l'impression que tu as de bonnes idées. Oui, bah écoute, en plus, t'es dans l'Est, mais à Ouais, Strasbourg, c'est ça? ça se passe bien. Ouais, c'est un peu loin, hein, c'est un peu loin. Et puis, j'ai pas de thèse, donc ça va être compliqué quand même, mais Mais il n'y a pas besoin. ça aurait été avec plaisir, parce que là, je t'avais dit, je suis qu'à mi-temps, hein, mais là, du coup, c'est un peu loin quand même, ça va être un peu loin. Euh, alors, je reprends juste parce qu'il va falloir que je réponde à la question. Est-ce que c'est un intérêt pour la thermoélectricité? Ah bah oui, on a dit qu'on allait répondre aux questions, là. Il y a deux, trois questions, le rendement, tout ça. Euh, Juste une autre structure qui est assez rigolote, c'est celle qu'on a séchée par l'autre méthode, Ah là, oui, ce du que coup, j'appelle la super criticité, voilà, hein. super critique. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails de cette méthode. En tout cas, retenez que on a réussi à obtenir la structure fibrillaire à l'état sec. Donc j'ai vraiment aussi bien des structures en canaux que des structures poreuses sous forme de fibres interconnectées. Donc là, on est sur des tailles de pores beaucoup plus petites. On est plutôt sur l'ordre de la cinquantaine de nanomètres, à peu près la même porosité. Mais c'est quand même des matériaux qui sont un peu plus denses. Et au niveau, est-ce que tu saurais Mais en deviner? conductivité, du coup, électrique, tu dois être un peu mieux, non? Si c'est tout un peu tout connecté. Ouais, effectivement. La conductivité électrique est meilleure dans ce cas-là Et que alors, du dans coup, les est-ce que ce que tu as capacités. perdu, ça compense ce que tu as gagné ou... Alors, grosso modo, ça, c'est le bilan des courses. Donc là, c'est différentes structures. Au milieu, c'est les cryogels avec les canaux. À droite, la structure fibre. Et puis à gauche, ça, c'est vraiment, je n'en ai pas parlé, c'est que je prends la dispersion et je la congèle et je la sublime. Et là, on a beaucoup de porosité, mais on ne contrôle absolument pas les structures. Grosso modo, si on regarde ces trois structures, on prend la première ligne, sigma, c'est la conductivité électrique. On voit que la conductivité électrique, elle va augmenter plus les structures sont ordonnées et connectées, et plus notre matériau est dense, plus on a de matière conductrice à l'intérieur, forcément notre conductivité électrique va augmenter. Euh, sur les ordres de grandeur, donc les métaux, c'est 10 puissance 5 Siemens par centimètre, un très Ouais, très bon conducteur électrique, hein. Donc là, mais un bout de PVC, c'est 10-3, 10-5 Siemens par centimètre. Donc on est plutôt pas mal en termes de conductivité électrique pour un matériau qui est plutôt poreux. Euh, la conductivité thermique, elle, elle est, euh, en fait, elle va être la plus faible dans le cas du matériau cryogel. C'est parce qu'il y a plein de phénomènes. La conductivité thermique, il y a de la conduction, il y a de la radiation, il y a de la convection. C'est assez compliqué. Moi, je découvre tout ça aussi. En tout cas, comme mon matériau est plein d'air et que j'ai beaucoup d'interfaces, ma conductivité thermique est relativement faible. hmm, Mousse polyuréthane, qui est considéré comme le matériau le plus isolant thermique, Kappa, il est environ je crois qu'au plus bas, à 27 milliwatts par mètre par Kelvin. Là, on est à 37. On est vraiment, vraiment sur des belles valeurs de conductivité thermique. ouais, donc ça, L'aérogel, lui, tu toucheras plus trop à ça, en fait. Il faut jouer sur le reste, quoi. ouais, difficilement. On a réussi à aller un petit peu plus bas. Là, on est sur une trentaine. Mais on descendra pas plus bas puisque la C'est le plus bas conductivité thermique, avec des polymères ou parce que aérogel de 6 pour moi, j'avais en mémoire que c'était le truc le plus isolant l'aérogel de thermiquement, mais silice, ouais, l'aérogel de silice est plus faible que les mousses polyuréthane. bon, après, c'est Euh, pas mou du tout, c'est pas du tout. de toute façon, C'est ultra cassant, c'est pas très pratique pour faire le reste, hein, mais c'était pour. j'ai pas les valeurs en tête des conductivités thermiques des Oh, c'est pas grave, aérogels. hein, pas de problème.
Euh, mais la conductivité thermique de l'air, c'est 25 milliwatts par mètre par Kelvin. Donc un matériau qui est plein d'air, c'est de toute façon assez difficile d'aller en dessous Ouais. de cette valeur-là. Euh, L'aérogel, la structure poreuse, là, on voit que mes conductivités thermiques, elles sont quasiment doublées. Donc j'ai plus de matière, ils sont un peu plus denses, mais euh, en fait, de façon assez surprenante, j'ai pas de phénomène de radiation. Enfin, finalement, la chaleur est bien, elle se propage bien dans ce matériau, elle se propage mieux dans ce matériau que dans le cas des cryogels. Donc, au final, quand même, malgré tout, le matériau le plus intéressant pour la thermoélectricité, c'est l'aérogel. Euh, Le sigma, il était au carré, c'est ça? le sigma est au carré. C'est pour ça que ça fait un peu le café par Non, rapport au pardon, reste, quoi. le Sebec est au carré. Le Sebec, c'est le Ah, S, le c'est le S coefficient qui est Sebec. au carré, pardon. Ok. Ouais. Euh, Ah oui, non, c'était mais alpha, c'est ça, dans ton autre formule? ouais, alors effectivement, Je je me l'avais rappelle appelé plus. alpha Ok. sur une des diapos et là c'est J'ai- S, mais c'est la même chose. C'est le Oui, oui. coefficient. C'est le coefficient de Sebeck, ok. Lui, il bouge pas Bon, lui, il est trop. à peu près similaire sur tous, ouais. Donc, ok. En fait, la porosité n'impacte absolument pas euh, euh, ce matériau. Là, c'est un petit peu plus subtil parce que j'ai dopé le polymère, donc il y a il y a un coefficient Seebeck qui est différent, mais c'est pas la peine de rentrer dans ces considérations. Le coefficient Seebeck n'est pas dépendant de la porosité. Ok. Et au final, alors un slide un peu compliqué avec des équations et des formules, mais on n'a pas fabriqué un vrai générateur thermoélectrique comme les platines Peltier que je vous montrais tout à l'heure. Euh, Par contre, on a placé notre aérogel entre deux plaques de céramique, une plaque qu'on va chauffer, l'autre qu'on va refroidir. On va contacter avec du cuivre de part et d'autre. Et on va appliquer en fait une différence de température entre la surface froide et la surface chaude. Et on va mesurer la différence de potentiel et la puissance de sortie de nos matériaux. Mhm. Et au final, sur un aérogel, un seul aérogel, j'ai une puissance de sortie de 2 microwatts pour une différence de température de 36 degrés. C'est très faible, c'est clair, mais c'est la première fois qu'on le démontre, c'est la première fois qu'on montre que c'est possible. Il faut considérer que c'est seulement 10 mg de matière. Et dans un vrai générateur thermoélectrique, les pattes sont connectées en série. Donc on va additionner en Oui, ça, fait ça, c'est une cellule, ça correspond à, à à une. ce que tu nous avais montré sur le schéma, un petit truc, un aller, Ouais, même pas un aller-retour du coup, c'était un aller en fait. c'est un aller, Sur, c'est ça. sur, en gros, sur la petite truc que tu avais montré, il y avait genre 10 par 10, il y a quoi, une centaine de Ouais, cellules? une centaine, je pense à peu près. Oui. Ok. Euh, et la courbe de gauche est intéressante, c'est que dépendamment du gradient de température, la puissance de sortie, elle a une dépendance quadratique. Donc, si je travaille à des différences de température plus élevées, je vais pouvoir sortir plus de puissance. Hmm. Donc, ça, c'est finalement une belle preuve de concept. Des dispositifs qui fonctionnent avec une si faible puissance, ben, il n'y en a quasiment pas, à part cette montre-là qui demande seulement 0,7 microwatts. Donc on pourrait imaginer pouvoir l'alimenter par la chaleur du corps humain. Ouais, juste en l'ayant à son poignet, il faut pas que ce soit fasse 37 dehors, quoi. Faut que, Voilà, bien faut, joué, effectivement. faut que ça ou alors Euh, faut que ça fasse plus, quoi. Tout ce qui est compliqué avec la chaleur du corps humain, bah, c'est la température extérieure. Ouais, Ça marche bien à la montagne, ça marche un peu moins bien aux Canaries. ouais, ok, ouais, c'est sûr. Euh, mais et en plus de ça, en fait, la chaleur du corps humain à la surface de la peau, c'est seulement 27 degrés.
En fait, Oui, la température à la oui. surface de la peau, c'est seulement Donc 27. 37, c'est à l'intérieur. On va pas mettre les trucs à l'intérieur de la peau, ça. Oui. Et, euh, et du coup, je me demandais, vous avez testé un peu la tenue en température? Est-ce que ça se dégrade s'il y a trop d'écart de température, s'il y a trop? Euh, ces polymères-là, ils vont être stables, grosso modo, jusqu'à 150-200 degrés. Si je les mets à 150-200 degrés, les structures chimiques je vais des chaînes qui vont commencer à se casser. La structure chimique peut s'oxyder, surtout si je suis à l'air en même temps. Et donc, je vais perdre en conductivité électrique. Donc, je ne peux pas travailler ouais, au-delà d'une centaine de degrés. Ouais. C'est pas encore détruit, mais tu perds les propriétés qui Donc, t'intéressent. leurs avantages principaux, c'est légèreté, flexibilité. Je peux les comprimer jusqu'à environ 80%, ils vont reprendre leur taille. Ah ouais, c'est super élastique. C'est super élastique. Et le coût, le fait que ça soit quand même globalement moins polluant Hmm. euh, que les métaux rares. Donc ça, c'est une petite manip de compression en direct avec les structures poreuses ici. Et donc là, on est seulement à 30% de compression. On revient à peu près à la morphologie qu'on avait au départ. Euh, et forcément, cette manip, elle montre aussi Oui, que sous-pression. la résistance électrique va varier puisqu'on chasse l'air Tu du changes, tu matériau. changes la densité, du coup. Voilà. Donc ça peut être aussi des détecteurs de pression. On peut l'utiliser pour d'autres applications. Oui, c'est pas obligé que ce soit juste de la production d'électricité, mais ça peut être. Comme il y a pas mal de choses qui sont en thermoélectricité qui sont des détecteurs, tout comme ça. Effectivement. Mm. Ok, Ouais. ok. T'as pas mal de. T'as une question qui, je pense, est piège, je sais pas, hein, ça a d'être quelqu'un qui te connaît, qui dit est-ce que le cryogel peut servir pour avertir d'un risque de verglas? Et c'est Lorbert Thierry qui te fait la bise. Donc, Euh, qui peut servir d'un risque de verglas. pour avertir d'un risque de verglas, je sais pas moi. Après, à 20 Mm. balles le truc, j'imagine que ça coûte moins cher de foutre du sel quand même, mais t'as le droit de ne pas répondre. Bah, j'essaie de réfléchir, c'est-à-dire qu'il faudrait un capteur, enfin, il faudrait pouvoir mesurer sa résistance électrique. Et du coup, si les plans d'eau euh, et que l'eau congèle, sa résistance électrique va varier. Mais à mon avis, il y a d'autres façons de faire beaucoup plus simples J'imagine. J'imagine. pour protéger du verglas. Il y a aussi Lazy Pixel 4 qui demande pas, mais qui se dit que t'as sûrement dû essayer avec de la chouffe à la place de l'eau. Pour, comme, Non. j'imagine qu'après, c'est pas complètement idiot, hein, un truc avec un gaz comme ça, tu mets directement de l'air dedans, ça peut peut-être s'imaginer, je sais pas, hein. Bon, j'ai pas essayé, mais promis, j'essaye demain. D'accord. Ok, ok. Ok, ok. Super. Alors du coup, est-ce que tu t'es amusé à calculer le rendement ou pas? Parce que déjà les trucs CIBEC normal, c'est pas des rendements de foufou. Non, c'est vraiment très faible. En fait, même les matériaux euh, utilisés par la NASA, les rendements de conversion, c'est l'ordre d'une dizaine de pourcents Hmm. maximum. En fait, il y a Et avec énormément des de... écarts de température qui sont très très importants. Parce que tu Ouais, montes la courbe que tu montrais où ça augmente avec la température, ça c'est dû à l'effet CIBEC, c'est pas juste les polymères, c'est tout. Non, c'est pas. ouais, c'est la théorie aussi pour les matériaux inorganiques, effectivement. Mais en fait, c'est limité, cette théorie-là est limitée par ce qu'on appelle l'efficacité de Carnot. Et l'efficacité de Carnot, tout simplement, ça va être la différence entre la température au point froid et au point chaud. Donc,
c'est intéressant si on travaille vraiment sur des gros, gros gradients de température. Hmm. Euh, donc, je me tire un peu une balle dans le pied, mais c'est sûr que les rendements thermoélectriques seront. La théorie dit on pourrait probablement pas atteindre des plus de 30-40% de rendement. Et pour l'instant, on est plutôt de l'ordre de la dizaine de pourcents. Ouais. Oui, après 30-40% de rendement sur un truc où de toute manière, sinon il est perdu, bon, c'est pas non plus Mm. déconnant. Si les matériaux sont pas trop polluants, chers, coûteux à fabriquer, etc. Ouais, ouais, ouais. Non, parce que, enfin, pour tout te dire, à un moment, j'avais imaginé ça quand j'ai découvert ça. Je me suis dit, mais pourquoi on pourrait pas faire des panneaux solaires avec ça? En me disant, bah, l'énergie solaire, tu peux l'absorber avec du noir et faire un truc comme ça, parce que les panneaux solaires sont pas énormes non plus en rendement. Et que si tu arrives à monter en température de façon assez importante, tu pourrais dire que du coup, tu tapes sur des rendements qui deviennent plus importants. Il y a des chercheurs qui essayent de combiner la photovoltaïque et thermoélectricité, de mettre des éléments thermoélectriques au dos des panneaux Oui, solaires. parce qu'ils chauffent. Ouais, Ouais. ouais. Pour essayer du coup de récupérer un petit. Mais après, ça implique que tu veux que ton panneau soit chaud pour l'effet thermoélectrique, et en même temps, tu veux pas qu'il soit chaud parce que l'effet voltaïque, il est moins bon si c'est chaud. Euh, oui, c'est vrai, mais je crois avoir entendu dire mes collègues récemment qu'on fait un test là sur des polymères et finalement, sur les polymères, le rendement varie pas en fonction de la température, mais alors moins pareil, il faut rester en dessous de la centaine de degrés. Si je dis pas, ils me reprendront si j'ai dit une grosse connerie vraiment. Ça roule. Oui, Kikish Farmer qui dit je connais que les thermocouples qui utilisent l'effet Seebeck. Mais c'est un peu ce dont on parlait. C'est Les pâtes que j'ai montrées, ce que j'ai expliqué, c'est ce qu'on appelle les thermocouples. Ouais. ça qui peuvent servir pas forcément à faire de l'électricité pour l'électricité, mais comme sonde, il disait pour les chauffe-eau, tout comme ça. Oui, ce que tu Ouais. disais aussi, ça peut faire En fait, la platine Peltier, là, elle fonctionne aussi bien dans les trois modes. C'est-à-dire, soit j'injecte un courant, je crée du chaud, ou je vais créer du froid, dépendamment de la tension que j'applique, ou alors l'effet inverse. C'est-à-dire que je vais générer du courant à partir de la différence de température entre les deux plaques. Et les platines Peltier sont relativement utilisées dans notre quotidien. Ah oui, je connais pas d'usage du quotidien pour ça. Il y a quoi Beaucoup du système réfrigérant. Ok. Ça permet d'avoir un système qui est beaucoup plus petit, il n'y a pas de mécanique dedans, Mhm. Ouais. il n'y a pas de... Câble, Pas d'usure, pas de truc, c'est... Mais par contre, c'est un peu moins efficace qu'un frigo, j'imagine. euh, T'es pas... je ne connais pas très bien les Oui, rendements. on n'est plus du tout dans ton domaine de spécialité. Mais bon, on discute, on discute. Je t'ai dit, hein, moi je t'ai dit, on digresse. Hein, quand voilà, on est en train de discuter entre nous, on digresse. Euh, ouais, ok. Kish Farmer, il dit chromel allumel pour mesurer des températures de l'ordre de 500 à 1200 degrés. Ouais, et après, et après, il faut faire avec des trucs optiques, j'imagine, au-dessus de ça. Parce qu'après, ça commence à fondre un peu les matériaux au-dessus de 1200 degrés et commencent à faire un peu grise mine. Mais parce que c'est vrai que je me disais, sur un ordinateur, par exemple, si tu veux récupérer l'énergie, tu dois... Donc là, en fait, il y en a quand même qui disent de tes collègues qui disent que ça dépend plus de la température, l'efficacité. Enfin, pas, ouais, le La rendement. thermoélectricité, oui. Euh, C'est fou ça, parce que le photovoltaïque, du coup, si t'as même 1 degré de différence, tu vas pouvoir avoir un rendement, t'auras un flux qui est plus petit, mais t'auras un rendement qui est quand même bon. attends, on se la refait. Je crois que je suis. Il Euh, est tard, hein.
En fait, je t'ai dit ça pour le photovoltaïque tout à l'heure. Ah, c'est le photovoltaïque qui dépend plus de la température. Ah, pardon, ok. Oui, alors que la thermoélectricité, non, Ah justement. oui, parce que je tiens, mais c'était le contraire de ce que tu avais dit juste avant, donc je comprenais plus, mais ok, ok. D'accord, d'accord. Donc il y a le photovoltaïque, ça dépend plus de la température. Ils ont trouvé un truc pour que ce soit plus trop. Tant que t'es en dessous de 100 degrés, que ça suffit. Ouais, c'est ça que t'as dit. Ok. Pour la technologie polymère, Ouais, ok. euh, ouais, je connais. Les panneaux solaires, il me semble que c'est, enfin, les silicium, ce qu'il y a sur les toits des maisons, c'est plus ils chauffent, moins ils sont performants. Parce que ce que j'avais en tête, moi, avec le système ouais, il les refroidissait exprès pour justement garder l'efficacité. Mm. Ok, Et là, ok. c'est une autre des thématiques sur lesquelles je travaille. Alors, Ouais, on l'a vu. ça, c'est un panneau solaire polymère, tout polymère. Il faut que j'enlève le blur. Euh, Donc un peu ça plus. c'est le genre de choses que vous faites Ouais. en labo. Alors, et Euh, donc du coup, ça a quoi comme rendement? On dit encore. Euh, celui-là, je sais pas, euh, peut-être entre 6 et 8% de rendement. Par contre, son intérêt incroyable, c'est que là, il fonctionne avec la lumière artificielle. J'ai pas besoin de la lumière du spectre solaire pour le faire fonctionner. Donc c'est je mets une petite page de pub pour une boîte française qui s'appelle Dracula Technologies, qui est en train de développer ça et D'accord. qui va faire de la domotique, qui va alimenter la domotique avec des panneaux solaires qu'on va pouvoir mettre sur nos murs blancs à l'intérieur des maisons et en fait que c'est nos lumières LED qui vont charger, enfin qui vont être la source lumineuse de nos polymères. Et finalement, c'est vraiment c'est des structures chimiques qui sont assez similaires de ce que j'utilise moi pour la thermoélectricité. Donc pas très cher. Euh, Un petit peu quand même. ouais, beaucoup d'étapes de synthèse et des synthèses qui sont encore loin d'être à l'échelle industrielle. D'accord. À terme, on aura tout ça à l'intérieur de chez nous. Alors le truc, c'est qu'à l'intérieur de chez nous, ça va quand même un peu assombrir partout, tout quoi, j'imagine. Mais même pour avoir ça, si c'est pas très cher, si ça devient pas très cher, ça peut être mis un peu n'importe où, j'imagine. C'est un peu l'idée, l'espoir de pouvoir intégrer ça dans nos sacs, nos parasols, le mobilier urbain, les voiles. Il y a pareil, des collègues qui ont implémenté ça sur un voilier. Donc tout ce qui est un peu, euh, euh, enfin le plastique tel qu'on le connaît flexible, euh, théoriquement on peut implémenter les panneaux solaires technologie polymère. Dans le double vitrage aussi, il y a des belles choses à faire de ce côté-là. Et ça c'est vraiment mûr technologiquement. Ça, c'est à l'échelle de start-up et pré-industrialisation. Ça, j'ai bon espoir que ça arrive bientôt. D'ici 10 ans, dans vos maisons, quoi. Ouais. Alors il y a 10 ans, ils disaient déjà que ça devrait déjà être arrivé. Bon, Ouais. une petite dizaine d'années de retard, Mais alors, du coup, en domotique à la maison, c'est pas pour la production d'électricité, c'est parce que, enfin, produire de l'électricité avec l'électricité que on a nous-mêmes payée avec la lumière. avec les LED, c'est pas rentable. Si, parce qu'on utilise la lumière de nos LED pour générer de l'électricité. Ouais, on perd moins, quoi. Bah, on utilise deux fois l'électricité qu'on a utilisée pour allumer notre lumière.
Ouais. On l'a, on l'a, Bon, on en perd 90%. Oui, oui, d'accord, ok. On en, on en perd 90%. Et, euh, et du coup, faut quand même allumer plus fort s'il y a des endroits. Parce que quand tu es dans une pièce blanche, par exemple, tu vas avoir besoin de moins de lumière pour t'éclairer que si tu es dans une pièce qui est entourée de trucs tout sombres qui absorbent toute la lumière, quand même. Non, bah, l'idée, c'est de pas recouvrir tes murs non plus. C'est d'en avoir un des endroits bien stratégiques. Ok, ouais. C'est des endroits que justement t'as un peu perdu. Mais ouais, non, c'est très intéressant. Le recyclage de la lumière. Ça, c'est effectivement, c'est ça, le recyclage de la lumière que dit Philippe Cohn. Oui, oui, oui. C'est pas mal. On recycle tout. Bah, enfin, bon, on essaye. Mais ouais, c'est marrant comme concept. C'est au lieu d'avoir un truc noir qui sert juste à être noir. Par exemple, là, mon meuble Ikea qui est noir, en fait, il pourrait être noir et me faire de l'électricité, quoi. Du coup, il faudrait que j'enlève tout le bordel qu'il y a dessus, donc ce serait un peu moins bien, quoi. Mais oui, d'accord. Et, ouais, ouais. Ok. Et, et donc, et toi, du coup, tu penses ce que vous faites, toi, tu fais dans ton labo, enfin, tu penses que ça va arriver un jour dans les maisons? Dans combien de temps, tu dirais? À peu près, hein. C'est un indicateur de rangement. Ah oui, bah, je suis pas bon alors. Il y a Philippe Koch qui dit c'est un indicateur de rangement. C'est-à-dire que si on a l'électricité qui chute dans un meuble, c'est qu'il faut qu'on range le meuble. Pas mal. Ouais. Euh, je sais pas, à l'état de, allez, de gadgets, ça peut arriver vite Hmm. dans notre quotidien. En plus, on est déjà tellement entouré de gadgets qui servent pas à grand-chose. Un des gadgets thermoélectriques, je sais pas si tu connais, c'est ceux qui se posent sur les poêles avec un ventilo qui tourne juste avec. Je sais pas si tu as déjà vu Je ça. connaissais pas ça. C'est quand on fait la cuisine, on met ça sur le manche et ça fait tourner un petit ventilo. Bah, sur un poêle à bois. Ah oui, un poêle à bois, oui. Oui, je croyais que j'étais sur une poêle, mais oui, un poêle. Un poêle à bois. Oui, oui. Euh, Oui, ouais. c'est un peu ça l'idée. Ça pourrait être, ah, bah, je mets ma main, c'est rigolo, ça fait tourner le truc. Ouais, voilà. Donc à l'échelle gadget, ça peut arriver assez rapidement. À l'échelle utilitaire pour vraiment produire de l'électricité, à faible coût, avec des bons rendements, en tout cas, la thermoélectricité, on en est assez loin. Et ce qui est assez étonnant, c'est que finalement, la technologie inorganique, en fait, les matériaux développés par la NASA, les premiers, ils les ont développés, si je dis pas de bêtises, dans les années 70-80. Enfin, en fait, même avant ça, puisque sur la Lune, il y a actuellement un système thermoélectrique. C'est ce qui a permis de mesurer la distance Terre-Lune. Et celui-là, il tourne toujours. Donc la NASA a développé ces matériaux il y a déjà plus de 40-50 ans. Et ils n'arrivent toujours pas, enfin on n'arrive pas à passer à un stade industriel qui est performant et abordable pour tout à chacun. C'est juste les- le budget astronomique de la NASA qui permet de pouvoir financer ça, quoi. Oui. Et la propriété très intéressante qu'il n'y a pas d'usure, qu'il n'y a pas de... que c'est un système qui peut durer super super longtemps, quoi. Ouais, Parce que ouais. sinon ils s'amuseraient pas à faire un truc cher s'ils pouvaient faire moins cher avec un truc qui faisait exactement la même chose. Mais ouais, je comprends que du coup... Alors il y a Marmotte qui dit mais les Américains ils sont vraiment allés sur la Lune? Euh, Ouais, c'est sûr que et puis c'est un domaine où effectivement il y a beaucoup de concurrence, j'imagine, en termes d'énergie, de trucs comme ça. Les moteurs, ils sont optimisés au maximum. Les productions d'énergie sont un peu poussées. Mm. Donc, ouais, ça doit être plus compliqué. Mais c'est marrant parce que j'ai fait les Olympiades de physique il y a quelques semaines, là, il y a 2 semaines, je crois. 3 semaines? 2 semaines, un truc comme ça, ouais. Et donc du coup, c'était un des sujets qu'avaient les élèves, c'était, ils voulaient un truc comme ça, ils avaient commencé à regarder avec les pieds de quand on marche,
et ils avaient fait une genouillère, bon, avec juste de l'électromagnétisme, hein. Mais donc du coup l'idée de bon tirer de l'énergie un peu de partout et de plus être sur une énorme centrale nucléaire qui fait beaucoup d'énergie d'un coup ou sur un truc qui pollue énormément, mais c'est cette idée de et si on arrivait à extirper l'énergie un peu de là où elle est Mm. un peu Et gâchée quoi. multiplier les sources aussi, ouais. Mm. Et donc du coup vous allez bientôt vendre des montres alors je sais plus qui c'est qui disait pour une montre été, une montre hiver. Ouais, voilà, c'est bien. Deux collections avec des rendements où l'été, on est en vacances, on n'a pas trop besoin de regarder l'heure. Donc, C'est ça. Ça donne l'heure, mais une fois toutes les heures, quoi. C'était bon, il est midi plus ou moins une heure. Déjà juste allumer la lumière dans les fours domestiques. J'ai pas compris pourquoi. Alors dans les fours ça marchera pas parce qu'il y a Kiki Farmer qui dit déjà juste allumer la lumière dans les fours domestiques. Et dans le four, tu vas avoir du mal à récupérer. C'est plus que 100 degrés. Alors tu peux te mettre un peu plus loin. Tu me diras. Tu peux ouais, toujours bah, il faire. faut avoir l'interface chaud-froid. Donc, il faut que le matériau, le thermoélément, se retrouve par exemple dans la vitre du four, qu'il ait le côté air ambiant et le côté chaleur. Mais je pense que tout ce qui est connectique, tout ça, ça va finir par cramer avant, quoi. Ouais, ouais, bah ouais. Ok, ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Dites-nous tout ce que vous avez. Et puis après, si t'as dit tout ce que tu voulais dire, moi j'ai pas d'autres questions. Je pense que je t'ai déjà suffisamment harcelé de questions comme ça. Hmm. Ouais, non, Non, parce que si t'as préparé ça pendant plus longtemps que ta thèse, bon, je me dis, je veux pas te frustrer, faut que tu dises tout ce que t'as envie de dire, hein. Après, moi je suis curieux, hein, donc j'ai- Non, on est pas mal. on est Je pas regarde. mal, on est pas mal. Non, ça Après, va pas. on a eu tout ce qu'on veut. On a eu une petite formule ou deux. On a eu des belles photos en microscopie, une petite expérience. On a fait. On n'a pas dit trop de conneries, j'espère. Comment? J'espère ne pas avoir dit trop de conneries, mais Non, bah il y a Mhm. alors, j'ai une vraie question. Et après, j'ai des. Donc, il y a Marmotte du Morvan qui dit bah, merci beaucoup en tout cas. Il y a Lazy Pixel 4 qui dit qui a pas trop compris, qui veut savoir qu'on pourrait recommencer à partir des polymères. Donc voilà. Je sais pas si t'as reconnu le pseudo, mais à mon avis, c'est une petite joke. Il y a Kikish Farmer qui demande quel genre de polymères sont utilisés. Et il ou elle, je sais jamais, hein, qui avait déjà posé la question avant. Un peu au tout début, j'avais un peu zappé. Donc ça, je pense, c'est une vraie question qui dit peut-être c'est à base de pétrole ou autre. C'est quoi les polymères? Alors tu nous avais parlé qu'en gros il y avait deux polymères dont je me rappelle plus le nom parce que c'est des, j'ai. alors, c'est des polymères qu'on synthétise, mais les monomères de base sont issus de la pétrochimie. Hmm. Par exemple, les cycles benzéniques ou thiophènes, c'est des choses euh, qui vont être des résidus, des synthèses pétrochimiques. Et nous, à partir de là, les collègues chimistes vont les fonctionnaliser et les polymériser, c'est-à-dire faire en sorte que les monomères, les billes, s'accrochent les unes aux autres pour faire des grandes chaînes de polymères. Donc c'est pas, on les trouve pas à l'état naturel dans le pétrole, mais euh, on utilise des morceaux de molécules issues de la pétrochimie. Ouais. Je sais pas Ok. si je Ouais, si, si. Il y a Philippe qui dit, qui demande est-ce que ça mérite un Nobel ou pas? Carrément, pour l'année prochaine, ça m'arrangerait. Pour l'année prochaine, un petit million comme ça. Bon, peut-être qu'il faudra le partager parce que c'est à la mode de partager les prix Nobel. Mais bon, à partager à deux ou trois, ça reste ok quoi.
Ça reste ok. Ouais, Et puis après, j'imagine que pour avoir les prochaines ERC ou trucs comme ça, j'imagine que ça va pas être trop dur quand on est un prix Nobel. ouais, ça peut aider, On effectivement. arrive, on dit bon, regardez, c'est moi, hop, et puis merci. Voilà. Non, mais le prix Nobel, c'est pas moi qui l'aurais de toute façon, hein. Je pense que c'est l'effet Seebeck, c'est Monsieur Seebeck qui a découvert le phénomène. Les gens de la NASA qui ont découvert les premiers matériaux. Le PDAT-PSS, finalement, moi, je m'amuse juste avec de la congélation de l'eau dans un polymère qui est connu, hein. Donc, Ouais, ouais, mais bon, c'est ce que c'est. Après, on s'amuse, et puis un jour, ça, on tombe sur un truc, et puis finalement. Écoute, je sais pas. Moi, je suis pas au comité. Donc, de toute manière, ils m'ont pas encore invité à siéger au comité. Donc, ça ne saurait tarder, hein, si l'année prochaine. Voilà. Mais je peux pas nominer encore. Je peux pas nominer pour le prix Nobel. D'ailleurs, je sais même pas qui c'est qui peut nominer. Parce que c'est pas ceux qui sont au comité. Mais bon, voilà. En tout cas, nous, on te le souhaite. Et voilà, il y a Marmotte qui dit elle appellera sa découverte l'effet apéro. Voilà, comme ça, je pense que quand t'auras fait la petite manip comme ça que tu nous as montré, mais avec tes polymères, il faudra que tu envoies un petit goodie à la marmotte du Morvan pour qu'il puisse, avec une petite dédicace, pour qu'il puisse prendre l'apéro et faire ou elle faire le malin ou la maline auprès des copains, quoi. Et qui pourra dire, eh, regardez, ça, c'est une prix Nobel qui me l'a envoyé. Ok, ok. Bah super. Bah écoute, on a découvert plein de choses grâce à toi. En tout cas moi. Ceux qui sont dans le chat, il y en a la moitié qui ont l'air de te connaître, donc peut-être qu'ils n'ont pas découvert autant que moi, mais je sais pas. Mais il y en a qui ont quand même découvert des choses. bon, pour une fois qu'ils écoutent ce que je raconte. Voilà, c'est ça. Je sais pas s'ils ont tout écouté, hein. Ils ont fait des blagues des fois. Bon, je pense qu'ils ont quand même écouté, mais il y a eu pas mal de blagues quand même. Et il y a Véro qui dit merci Laure d'avoir vulgarisé ta science. Donc voilà, merci à Mm. toi. Bon, ouais, c'était chouette. Merci. Ben ouais, et j'espère que t'as pas passé trop de temps quand même à préparer. Euh, un bon après-midi. Ah bon après. Non mais moi je me dis mais on discute, on prépare ça 30 minutes et tout. Et à chaque fois il y a des trucs tout prêts et tout. Vous êtes trop sérieux les chercheurs, c'est pas possible. Parce qu'après moi je culpabilise, je me dis bon déjà que je leur prends une soirée aux chercheurs, si en plus vous y passez tout le temps. Enfin bon. Donc il Ouais, y en a plein qui disent qu'ils ont bien aimé, que c'est même s'ils n'ont pas discuté, euh, si on a bien découvert, mais j'ai rien compris comme d'hab, d'accord, ok, très bien, bravo. Pour indiquer que le champagne doit être replongé dans le bac car l'indicateur s'éteint ou changer de couleur, voilà, c'est ça. Bon, c'est très alcoolisé comme ça, hein, entre la chouffe, le champagne et l'apéro. Donc le stream n'est pas sponsorisé, buvez de l'eau, hein, je ne suis pas sponsorisé par l'alcool. Je ne suis pas alcoolisé moi-même, là tout de suite, c'est bon, hein, on arrête. Ça peut être un concept d'émission. Peut-être que les gens prépareraient moins si ils savaient qu'on était en train de boire l'apéro à distance, je sais pas. c'est vrai. Euh, mais en tout cas, c'était super. Donc c'est gentil d'avoir passé du temps à préparer et c'est gentil d'être passé me voir. Et du coup, comme tu avais l'air de paniquer à cette idée-là, donc je vais te poser la question quand même, parce que voilà. Euh, T'as quelqu'un à me conseiller du coup? Euh, Non mais c'était une blague, hein, c'était une blague. Non, non, mais je te renverrai Ah bah des après projets. moi Le c'est problème, une c'est blague mais que c'est qu'une moitié de blague. C'est-à-dire que si tu me dis si tu m'envoies vers des gens qui font de la recherche intéressante, moi ça m'intéresse hein. j'ai plein d'idées. Ah bah super. J'ai surtout beaucoup de collègues dans l'électronique organique, donc ça, tu vas peut-être attendre quelques mois avant Ouais, de... si je refais sur le même sujet, les gens ils vont se dire mais on n'a pas déjà fait ça C'est sûr qu'il faut un petit peu après bon oui, ça dépend à quel point c'est différent mais oui oui, ça Je te conseille d'aller voir Étienne Gros. Il fait en ce moment de la vulgarisation sur les polymères avec des Legos. Et il explique toute la mécanique des polymères avec des Legos. C'est assez sympa ces vidéos.
C'est GRO2S? Grau, si je dis pas de bêtises, sur Bordeaux. Ah oui, chercheur. Ok. Ah oui. Organic Polymer Chemistry Laboratory. Ok. Je le contacterai. Super. Hop là, je me le garde là. Je peux dire que je viens de toi ou vous détestez? Euh, on se connaît pas personnellement, D'accord. mais j'ai une de Vous ses connaissez pas. vidéos. Eh, il y a Philippe Quint qui dit t'as une collègue qui fait des bulles de savon. Oui, c'est vrai, Wiebke Drenken, qui s'intéresse à la physique des mousses, D'accord. euh, et bulles de savon, et aussi des mousses, de la mousse dans la bière. La mousse dans la bière. Ah mais c'est pour ça, d'accord. Voilà. Pas n'importe quelle bulle de savon. Je te conseille aussi. D'accord. Bon, alors, on a déjà fait quelques trucs sur. Par exemple, on a fait notamment. Je sais pas si tu connais Alexis Duchesne, qui a fait sur du savon aussi. Il nous a montré sa bulle éternelle. Il y a une bulle de savon qui a fait 4, je sais plus combien de mois ou d'années. Donc les bulles, j'aime bien aussi, donc j'en ai fait pas mal déjà. Mais Mm. c'est un sujet que j'aime bien. Alors si c'est des bulles un peu différentes, moi ça me va, hein. Les bulles de... Alors, si c'est sur de la bière, on va encore croire que je fais. Faut que je me fasse sponsoriser en fait. Faut que j'aille Mm. voir les différentes marques de bière et je vais leur dire bon, alors, sponsorisé ou quoi? Comme ça, je pourrais acheter une vraie caméra, un vrai truc. Non, ça, Marmotte, je vais pas le dire. C'est quoi ça? Non mais oh. Ok. Très bien, très bien. Bah écoute, ouais, si t'as d'autres noms, moi je suis preneur, hein. Et puis si tu t'as des collègues, tu leur dis, ah tiens, tu devrais aller voir, peut-être ça peut. Il y a Kiki Schwammer qui a adoré le réseau de l'eau du robinet, puisque c'est Alexis Duchesne, il nous a fait ça en fait. Il nous a fait la bulle éternelle, mais aussi le réseau hydraulique. Tu sais, quand tu fais couler de l'eau dans ton évier, ça te fait un plat et puis après ça remonte comme ça. Et donc du coup, il nous a tout expliqué sur ça. Donc super intéressant aussi. Et j'aime bien cette physique là où c'est vrai que la mécanique quantique c'était peut-être un peu plus dur. C'était sympa, mais c'était un peu plus dur. Bon, je te prends pas plus de temps parce que là on parle un peu dans tous les sens, mais voilà. Donc, du coup, je te remercie. Ouais, merci à toi. J'ai juste un petit mot pour tous les collègues et les Vas-y. jeunes scientifiques qui ont bossé sur ces projets, parce que bien évidemment, je ne suis pas toute seule. C'est du gros, gros, gros travail d'équipe et une grosse pensée à tout le monde qui s'est reconnu dans ces travaux. Euh, Qui a voilà. dit, et ça, c'est moi qui l'ai fait cette photo là. C'est ça. Bah ouais, merci à tout le monde du coup pour faire, parce que merci à toi d'avoir présenté la science et merci à vous tous de l'avoir faite parce que c'est cool. Ah, j'ai aussi peut-être une question, peut-être si t'as encore 3 minutes, que j'aime bien poser, pour de vrai cette fois. Il y en a qui veulent une dédicace de la liste complète de tous tes collaborateurs. Ce qui est une question piège parce que si t'en oublies un ou une, c'est la guerre après. Ouais, ça c'est dangereux. Ouais, ça faut pas répondre à ça, hein. Et du coup, si tu devais donner un conseil à des gens qui veulent faire des sciences, des jeunes par exemple qui veulent faire des sciences, qu'est-ce que tu leur dirais? Hmm. Euh, Rester curieux et ouvert aux opportunités, vraiment. Les Euh, opportunités. et il y a des super musées scientifiques, des expos, les fêtes de la science. Enfin, les labos, on essaye d'être de plus en plus ouverts aux jeunes. Moi, j'ai encore accueilli un collégien il y a 2, 3 semaines. Des stages de seconde. Là, je sais que mon doctorant va aller voir les premières et terminales à Strasbourg dans un lycée. Enfin, on vient de plus en plus auprès du grand public, auprès des jeunes. Il faut prendre ces opportunités-là pour venir voir, venir découvrir ce qui se passe dans les labos. Puis après, ça fait un déclic ou pas, ou en tout cas, on sait ce qu'on a envie de faire. On peut barrer des noms, des choses, quoi, en disant, ah non, ça Mm. m'intéresse pas et ça ouvre la porte à d'autres choses. Mais ouais, rester ouvert, curieux. Moi, j'aime pas trop les formules, j'aime pas trop les maths. Et en fait, je m'en sors très bien, quasiment sans. Faut pas exagérer, il y en a un petit peu, mais
Donc il ne faut pas avoir peur des matières qu'on n'aime absolument pas. C'est pour ça que la science qu'on fait est collaborative, c'est que chacun a sa spécialité et on peut s'appuyer sur les autres. Ça roule. Merci à toi, bonne soirée, Bonne bonne soirée à soirée. tous. Salut. Salut.